Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce panel. Je m'appelle Caroline Vima, je suis la directrice de la Fondation Hirondelle et j'ai l'honneur de vous accueillir pour cette discussion sur l'information, un enjeu de paix au Sahel, un événement que la Fondation Hirondelle a organisé avec le DFAE et je remercie la Geneva Peace Week d'avoir retenu notre proposition. Je suis d'autant plus fière et heureuse de pouvoir vous proposer cette proposition étant donné l'importance des enjeux de paix, d'information, de désinformation, de dialogue dans ce contexte du Sahel. La Fondation Hirondelle travaille actuellement au Mali, au Niger et au Burkina Faso, 3 pays qui ont connu des coups d'État dans les 3 dernières années et où nous voyons tous les jours, que ce soit dans nos rédactions qui traitent ces sujets ou dans la population qui accède à l'information, l'ampleur de la désinformation et ses effets sur la cohésion nationale. L'insécurité, les rumeurs, le manque d'information sont un terreau fertile pour la désinformation. Les populations, par exemple, ne comprennent pas pourquoi, après les déploiements de fortes présences étrangères militaires, l'insécurité croît dans la région et cela donne accès aux pires rumeurs, suppositions et hypothèses. Nous sommes convaincus à la Fondation Hirondelle qu'il faut trouver des alternatives aux réponses militaires. Le DFAE partage cette vision. Et à notre niveau, au sein de la Fondation Hirondelle, c'est par l'information que nous essayons de trouver ces solutions. Je remercie le DFAE d'avoir facilité la présence de 3 envoyés spéciaux pour discuter de ces enjeux aujourd'hui. L'envoyé spécial pour le Sahel de l'Union européenne, de l'Espagne et de la Suisse. Je remercie aussi les 2 autres panélistes qui nous rejoignent en tant que chercheurs et journalistes. Une information diversifiée, fiable, est un antidote évident à la désinformation et surtout peut jouer un rôle d'apaisement dans les sociétés. La Fondation Hirondelle en est convaincue, ça fait bientôt 30 ans que nous mettons en œuvre un journalisme local de proximité et qui permet de donner la voix aux populations. Cette mise en pratique n'est pas toujours facile, mais nous y arrivons et c'est un des témoignages que nous entendrons aujourd'hui. Je donne la parole à Cédrine pour lancer le panel et je vous remercie encore une fois de votre présence. Je me joins donc à la directrice de la Fondation Hirondelle pour remercier tous les panélistes, dont certains sont venus de loin, notamment du Mali. Je vous remercie, vous toutes et vous tous, qui représentez vos pays, qui vous intéressez à cette région, qui êtes engagés dans la région, pour votre présence ici et puis aussi pour la présence des collègues online qu'on ne voit pas, mais qui sont avec nous et qui nous écoutent à travers le monde. Et puis, je tiens aussi à remercier bien sûr la Fondation Hirondelle, sans laquelle cet événement n'aurait pas lieu aujourd'hui, et la Geneva Peace Week, qui depuis 10 ans nous donne l'opportunité de pouvoir thématiser les questions de paix qui nous intéressent. On va d'abord, je vais vous introduire un peu le panel. Ensuite, je donnerai bien sûr la parole aux différents panélistes. Et puis, on aura une séance de questions-réponses avec vous qui êtes présents ici, mais également avec les personnes online. On a Céline qui nous aidera à nous transmettre les questions qui nous seront posées de façon virtuelle. On va tous essayer d'être concis, d'aller à l'essentiel pour qu'ensuite on puisse avoir du temps pour échanger parce qu'on a aussi à cœur d'avoir cet échange aussi sur le plan humain. On aurait pu le faire de façon virtuelle. Ça aurait arrangé certaines personnes qui n'auraient pas eu besoin de se déplacer jusqu'ici. On avait vraiment à cœur de pouvoir se rencontrer également. Donc, merci encore d'être ici. L'événement est en français, mais bien sûr, les questions pourront être posées aussi en anglais, il n'y a pas de souci. Comme vous le savez, le Sahel, depuis plus de 10 ans, est dans une situation difficile. L'insécurité y est croissante. On constate aussi un rétrécissement de l'espace civique dans la région
qui a bien sûr une implication notamment sur les médias et la pression s'accroît sur les médias dans la région. Caroline l'a dit tout à l'heure, il y a des enjeux très forts en matière d'information et aussi de désinformation. La Suisse, elle est présente depuis des dizaines d'années dans le Sahel. On a des bureaux au Mali, au Niger, au Tchad, au Burkina, aussi au Bénin. Et puis, on travaille bien entendu en partenariat avec les autorités qui sont en place dans différents domaines comme la santé, l'éducation et tant d'autres encore. Ce qu'on essaie toujours de faire, et cet événement en est aussi l'illustration, c'est de favoriser le dialogue partout où on le peut, partout où c'est possible de le faire. Et puis pour nous, les médias, c'est vraiment quelque chose qui est au centre du dialogue. Pourquoi? Parce que les médias, c'est un intermédiaire indispensable entre les individus et le reste de la société. Et puis les médias, ils représentent aussi des canaux qui sont essentiels pour les institutions, en particulier politiques, afin qu'elles puissent interagir avec ces citoyens. Donc l'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'est d'échanger sur des éléments essentiels qu'il faudrait soutenir, et Caroline l'a dit tout à l'heure, qui sont des éléments non militaires, et parmi eux, les médias. Et ça doit se faire en parallèle aux actions militaires qui ont bien sûr lieu dans la région Sahel. Alors pour ce faire, nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir 4 panélistes qui sont tous à fond dans le Sahel, qui viennent du Sahel ou qui consacrent leur vie au Sahel. Madame Emmanuela Delrey, qui est la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel. Nous avons également Monsieur Antonio Sanchez Benedito, qui est l'envoyé spécial de l'Espagne pour le Sahel. Monsieur Mouhamadou Touré, qui est journaliste senior au studio Tamani au Mali et qui est aussi responsable des coproductions Sahel de la Fondation Hirondelle. Bonjour. Et finalement, Madame Ornella Modéron, qui est une analyste politique et sécuritaire travaillant au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Voilà pour notre panel. Je vais commencer avec vous, Madame la représentante spéciale de l'Union européenne. Comme on le disait, la situation actuellement, elle est très difficile au Sahel et puis l'insécurité, elle progresse. Donc ma question, c'est est-ce que vous pensez que nous sommes à la fin d'une ère et qu'on part vers une nouvelle ère? Et dans ce contexte, est-ce que l'Union européenne se pose la question de savoir si elle reste engagée au Sahel ou si elle doit quitter ou s'adapter, etc. Vous avez la parole. Merci beaucoup, c'est un honneur pour moi d'être ici et surtout je voudrais remercier la Suisse pour son engagement, grand engagement dans le Sahel. Et alors, vous avez utilisé la métaphore de la fin d'une ère, je préfère dire que c'est une autre métaphore, utiliser une autre métaphore, dire que c'est le début de notre chapitre d'un livre qu'on a écrit ensemble, les pays de l'Union européenne avec les pays du Sahel, parce que nous sommes des partenaires. Et nous sommes des partenaires qui ont construit un partenariat très fort. Et on a construit un partenariat sur la base d'une stratégie intégrée qu'on a écrite ensemble, qu'on a décidé de construire pour mettre les bases pour un nouveau moment de réflexion ensemble. Bien sûr, il y a des grands problèmes, surtout pour le changement de gouvernement qui ont eu lieu comme conséquence de coupe d'État. Mais en même temps, on reste vraiment engagé. Je vais partager avec vous brièvement quelque chose sur le processus décisionnel de l'Union européenne. C'est important de le savoir. Comme on décide sur des questions importantes comme par exemple le Sahel. Vous devez savoir que nous sommes 27, et vous le savez, mais 27 qui décident ensemble. On a beaucoup de discussions. Depuis le début de l'année 2023, on a eu, je pense, une dizaine de discussions très profondes sur la question du Sahel. On a commencé pour le Burkina Faso, on a continué sur le Sahel en général. Récemment, on a eu des réunions très importantes à 27 pour décider quoi faire
pour apporter des contributions de chaque côté de l'Union européenne. Et la bonne nouvelle est que tous les pays de l'Union européenne sont intéressés à rester engagés, sont convaincus que c'est nécessaire de rester engagés. Et ils veulent rester engagés parce qu'ils se rendent compte que pour nous, pour l'Union européenne, il y a des intérêts énormes. Et c'était aussi une question de partenariat, de principes, d'amitié, parce qu'on veut grandir ensemble dans un futur que, bien sûr, sera caractérisé par un destin commun. Et ça veut dire qu'on a la conscience que la pression démographique, les problèmes énormes qui sont présents dans les Sahel, comme la crise alimentaire, le terrorisme, les questions de sécurité, sont des questions qu'on doit vraiment prendre en considération ensemble et trouver des solutions ensemble. On ne peut pas cacher que dans ce moment, il est difficile de se parler. Il y a bien sûr dans l'Union européenne un processus aussi d'introspection pour comprendre pourquoi certaines pratiques que nous avons mises en place depuis vraiment de 5 années, parce que ce n'est pas quelque chose de récent. On a commencé à travailler avec les Sahel depuis longtemps. Dans quelques cas, par exemple, il y a la coopération au développement qui date depuis 50 ans. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et en même temps, bien sûr, on est dans un processus d'introspection parce qu'on ne sait pas vraiment si notre approche, notre stratégie, notre manière d'agir a eu l'opportunité d'apporter vraiment un grand changement dans la région. On doit être sincère, on doit se parler de ça, parce que si vous pensez que nous sommes les premiers partenaires de la région, vous vous rendez compte que, par exemple, on a mis en place une énormité d'argent, d'énergie, de volonté politique. Et dans ce moment, d'un côté, bien sûr, il y a encore la volonté qui a été reconfirmée plusieurs fois pendant l'année et récemment aussi. Par exemple, on a eu à Nouakchott la réunion des envoyés spéciaux qui représentent leur pays. Je représente 27, mais par exemple, l'ambassadeur Antonio Sanchez représente l'Espagne, l'ambassadeur Cédrine représente la Suisse. Et il y a beaucoup de représentants de leur pays. Ça veut dire aussi l'intérêt et l'importance de Sahel pour plusieurs pays dans le monde. Mais dans la réunion des envoyés spéciaux aussi, on a répété qu'on veut rester engagé. Mais le vrai problème est comment on peut rester engagé, surtout avec des pays qui sont en transition, qui ne peuvent pas garantir la stabilité de leurs institutions. Et pour nous, c'est aussi un problème concret, un problème pratique. Comment on peut faire à continuer à travailler avec des pays qui ne peuvent pas garantir que demain, il y aura encore le même gouvernement, on peut continuer sur le plan de notre activité dans la manière normale qu'on doit mettre en place. Ça veut dire transparent, avec des contrats avec les administrations et comme ça. Alors, vous pouvez comprendre qu'on reste engagé, mais le problème dans ce moment est comment on peut le faire pour garantir aussi que notre intervention, de laquelle on est vraiment convaincu, va obtenir des résultats concrets à faveur de la population du Sahel, surtout, et aussi pour nous, parce que c'est notre intérêt, bien sûr, d'avoir un Sahel prospère, stable, qui peut surtout offrir aux femmes, aux jeunes, à la société civile qui est centrale, l'opportunité de s'affirmer et de jouer son rôle essentiel, pas seulement pour le Sahel, mais aussi pour notre société. Parce que n'oubliez pas qu'on a des diasporas très forts qui ont contribué à notre développement aussi et qui peuvent faire la différence dans le futur. Je m'arrête ici pour lancer quelques éléments, mais bien sûr, on peut discuter après. Merci beaucoup, Manuela. On retient donc que l'Union européenne souhaite rester fortement engagée dans le Sahel. La question maintenant, c'est comment. Et c'est ce qui est en train d'être discuté. On doit dire que la Suisse a abouti au cours d'un chemin parallèle à la même conclusion. Monsieur l'envoyé spécial de l'Espagne, votre pays préside actuellement donc le Conseil de l'Union européenne avec ses 27 membres. Quelle lecture portez-vous sur la situation au Sahel et quelles sont les priorités pour lesquelles vous vous engagez aujourd'hui? Merci beaucoup, chers collègues, Cédrine, ambassadeur.
Mes remerciements aussi à la Fondation Hirondelle pour avoir organisé cette rencontre. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous, d'échanger avec vous sur la situation, les liens entre l'information et la désinformation, la paix et la stabilité au Sahel. Je m'excuse d'abord. Mon français, ça fait un peu de temps que je ne parle pas en public en français, mais j'espère que la communication sera suffisamment bonne pour se comprendre. On vit une période, l'ère du faux, comme ça a été dit à plusieurs reprises, mais une période de paradoxe. Mais d'un côté, jamais la population africaine, tout le monde n'a eu autant d'accès et aussi facile à l'information et autant de méfiance sur l'information qu'ils reçoivent. Selon l'Afrobaromètre, 75% des Africains ne croient pas à l'information qu'ils reçoivent. Ça, c'est un premier paradoxe. Notre paradoxe, c'est que jamais on a mis autant d'efforts pour changer les paradigmes de nos relations, les relations entre les partenaires et les Africains, et évitant le paternalisme, le moralisme, la victimisation. Et en même temps, on voit avec beaucoup de frustration, je dirais, qu'il y a un écart qui se creuse dans nos relations. Je pense qu'il est essentiel dans tout partenariat de reconnaître qu'on est partenaire pour les résultats positifs, mais aussi pour les échecs. Et il faudrait commencer par reconnaître que cette dernière décennie au Sahel, ça a été une décennie perdue, où tous les indicateurs sont dans les rouges, où il y a une crise humanitaire qui s'approfondit, il y a une instabilité, où il y a une population jeune qui est relativement facile à mobiliser par conformisme, mais qui applaudissent aussi des coups d'État qui se succèdent et qui ne sont pas capables de donner des réponses aux aspirations de la population et la situation qui s'empire et s'enlise. Vraiment approfondir ces partenariats est essentiel. Je voudrais me joindre aux propos de la représentante spéciale de l'Union européenne parce que c'est vraiment notre objectif en tant que présidente tournante actuellement de l'Union européenne de continuer à mettre, malgré toute la compétition au niveau international, mais continuer à mettre le Sahel en lieu vraiment privilégié, prioritaire de notre agenda. Mais il y a quelques acteurs qui ont bien compris le pouvoir de l'information, qui mettent en pratique chaque jour cette maxime de Goebbels, un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. Je ne dis pas que le partenaire, l'Union européenne, en ce cas, devrait utiliser les mêmes instruments, les trolls dans les réseaux sociaux, etc., pour arriver à cette population qui est désorientée. Mais il faut vraiment changer la manière dont on communique. Et la première ligne d'action, ça serait avoir de bonnes histoires. La meilleure manière de communiquer, c'est avoir du bon matériel. Ça veut dire recentrer, continuer à être engagé dans le Sahel, malgré les difficultés, d'une manière adaptée aux circonstances. Il est essentiel de parler avec tout le monde et continuer à interagir, mais en même temps avec des projets plus centrés sur la population, avec des résultats rapides et aussi avec une vision transformative à long terme. Je pense dans nos échanges avec les Africains, je ne sais pas s'ils ont tort ou ils ont raison, mais ils ont l'impression que l'Union européenne ou les partenaires ont mis trop l'accent pendant cette décennie sur les aspects sécuritaires en essayant de contenir la situation malgré tous nos efforts, parce que les efforts sont là et on a oublié l'importance du nexus avec le développement et avec les fondements et les racines de la démocratie. La démocratie n'est pas une succession d'élections superficielles, mais c'est vraiment la capacité aussi de l'État de fournir des services publics à l'ensemble de la population. Je pense que ce sont des réflexions qui actuellement sont en train de
d'être, non, se passe en Afrique et au Sahel en particulier, et il est essentiel d'avoir la capacité de s'engager dans ces dialogues pour pouvoir, en tant que partenaire, offrir des résultats pour cette population jeune, des résultats aussi pour renforcer le partenariat. Merci Antonio. On comprend l'intérêt et la volonté de l'Union européenne et de ses membres de renforcer le partenariat entre les pays du Sahel et les pays européens. Il en est de même évidemment pour la Suisse. Monsieur Touré, pourriez-vous nous dire quel est le rôle du studio Tamani au Mali et plus généralement des médias d'intérêt public, justement dans votre pays, mais aussi dans la région, d'une part. Et puis, peut-être vous pourriez aussi nous dire un mot sur le fait qu'il y a eu plusieurs changements à la tête des autorités dans la région, dans les pays de la région, et ces autorités maintenant sont militaires. Et ça nous intéresserait de savoir si cette situation, elle change quelque chose pour vous. Okay. Merci. J'enchaîne directement avec ce que disait tout de suite Monsieur Antonio en rappelant que la communication, elle est importante. Moi, j'irai loin pour dire qu'aujourd'hui, il est hyper important et indispensable davantage de donner la parole aux différentes parties. Et c'est le rôle principal de Studio Tamani aujourd'hui de donner la parole à toutes les parties au Mali afin que les gens puissent s'exprimer, dire ce qu'ils pensent de la situation, ce qu'ils vivent et ce qu'ils voient comme solution. La communication, pas de la façon de donner juste la parole aux autorités ou à des experts ou aux diplomates qui vont expliquer, donner leur point de vue de la situation, mais la communication en leur permettant également d'écouter ce que pensent les populations locales, ce que proposent les populations locales. Et l'intérêt de Studio Tamani et des médias publics de façon générale, je vais vous donner juste un exemple. Quand Studio Tamani se déplace pour partir à l'intérieur du pays, à Bandiagara, au centre du Mali, pour délocaliser le Grand Dialogue, qui est l'émission phare de Studio Tamani en termes de débat, et que les populations locales disent merci Studio Tamani parce que depuis le début de la crise, on entend des autorités, on entend des experts, on entend pas mal de personnes donner leur point de vue de la situation, donner leur expertise, mais personne, aucun média ne s'est déplacé pour venir nous donner la parole afin que nous également, on dise exactement ce que nous vivons et comment nous voyons les différentes solutions. Je pense que ça, c'est indispensable parce que c'est ça qui peut également permettre de ne pas davantage frustrer les populations parce que le fait de vivre une situation de crise, d'être en conflit et d'être confronté par la situation et ne pas avoir l'occasion de s'exprimer là-dessus, ça, c'est également une autre blessure auquel les populations peuvent faire davantage face. Et aujourd'hui, quand on va parler de désinformation, bien sûr, il y a beaucoup de nombreuses personnes qui ne croient pas aux informations qu'ils reçoivent, mais quand on prend en compte, par exemple, le cas de Studio Tamani, aujourd'hui au Mali, c'est plus de 3 400 000 personnes qui suivent de façon régulière les programmes de Studio Tamani. Et au Sahel, de façon générale, pour les médias de la Fondation Hirondelle, c'est plus de 7 millions. Pour dire qu'aujourd'hui, quand les médias sont crédibles, quand c'est une information indépendante, impartiale, équilibrée qui est donnée par les médias, les populations croient en cette information. C'est vrai qu'aujourd'hui, il va falloir prendre davantage la problématique en ce qui concerne ce que vous disiez concernant les autorités de la transition. Aujourd'hui, quand on prend en compte les mesures de contrôle qui sont mises en place, je vais en citer deux. Par exemple, quand le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation demande à toutes les ONG, y compris certains des médias, de donner un rapport mensuel pour expliquer toutes les activités qui ont été menées au cours du mois, pour expliquer les prévisions pour le mois prochain, pour également parler des sources de dépenses, des financements également, en ce qui concerne bien sûr certains financements qui sont interdits. Au-delà de cela, plus récemment, quand les autorités de la transition demandent encore que les médias aussi, y compris et d'autres organisations, mettent une étiquette ou en tout cas quelque chose qui précise que c'est un véhicule, par exemple, de la presse ou des médias pour circuler afin d'éviter d'être la cible d'une frappe. Ça également, c'est une autre situation qui fait réfléchir et qui nous pose à nous demander est-ce que ça va permettre de sécuriser ou est-ce que ça va mettre également les médias en danger, pas seulement du côté des militaires ou des forces terroristes, mais également au niveau des bandits. Mais aujourd'hui, quand on analyse de façon générale, on peut dire qu'il y a quelques années,
et que c'était difficile, mais les gens s'exprimaient. Les gens, quand on les invitait pour des débats, quand on partait pour leur donner la parole, ce sont les personnes même qui nous disaient, Studio Tamani par exemple, ou quelconque média, on a envie de parler. Mais aujourd'hui, la différence, c'est que les gens ont peur de parler. Quand on invite un expert sur un plateau pour parler d'un sujet politique et qu'à la fin du débat, l'expert pose la question, j'espère n'avoir rien dit qui puisse me pousser à être arrêté par les militaires ou quelconque autre personne, ça nous pose la question d'une autre façon pour nous demander est-ce que ce qui a été dit, c'était une discussion franche, est-ce que c'était un débat clair là-dessus, est-ce que la personne a donné réellement son avis et allé au fond de ses idées. Également, quand on invite des experts et que la personne nous dise bon, aujourd'hui, j'ai plus envie de venir parler parce que quand je viens sur le plateau pour discuter, ce sont mes parents qui me disent ben, tu es en train de partir te donner à des arrestations parce qu'on voit pas mal d'arrestations qui sont en train d'être faites. Donc aujourd'hui, de façon générale, les gens ont peur de parler, mais la stratégie est de changer également de stratégie parce que de façon générale, les médias se sont trop concentrés sur les sujets politiques alors que les populations locales vivent des difficultés, les sujets de société sont hyper importants. Donc l'idée, c'est de changer de stratégie pour se tourner vers ces sujets de société également qui représentent vraiment le quotidien des Maliens, des Sahéliens de façon générale, de parler de cela et de permettre à ces populations aussi de proposer des solutions. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, quand, Madame, vous le disiez, l'Union européenne, les différents partenaires vont rester engagés au niveau du Sahel, mais la question, c'est de savoir comment le faire. Et bien sûr, là, c'est les médias qui peuvent aider dans ce sens. C'est que ce sont les médias qui peuvent toujours donner la parole aux populations locales afin que ces populations locales puissent dire qu'est-ce qu'elles attendent, mais également que ces attentes soient prises en compte par les différents partenaires en termes de projets, que les médias ne soient pas vus tout simplement comme des soutiens ou seulement des acteurs qu'il faut soutenir en termes d'activité ou de donner la parole, mais que ce soit des médias qui soient soutenus, parce que si je reviens à la dernière partie qui concerne ce qu'on appelle de façon générale le nerf de la guerre, l'argent, aujourd'hui l'indépendance, elle pose problème des médias parce qu'au Mali, ça fait plus de 4 ans que l'aide à la presse n'a pas été donnée. Ça fait plusieurs années que pas mal de médias n'arrivent pas à payer leurs agents, quand on sait que beaucoup de médias vivent du terrain avec les per diem. Si on prend en compte la presse écrite, vous allez voir que les abonnements, rares sont les Maliens aujourd'hui qui vont aller acheter un journal. Donc, ce sont les abonnements qui font vivre les journaux. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Quand on prend les radios et les télévisions, ce sont les publicités, les annonces qui sont faites. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Et aujourd'hui, si ce n'est pas un média indépendant qui puisse se dire, OK, j'ai les moyens de pouvoir payer les agents afin de leur demander d'être professionnels, afin de leur demander de faire attention à l'information qui est diffusée pour que ce soit une information équilibrée qui prend en compte les différentes parties, que ce soit une information professionnelle qui également s'oriente vers les solutions, pas seulement se concentrer sur les problèmes, mais des solutions qui sont aussi proposées par les populations locales et qui vont être également, je l'espère, prises en compte par les différentes parties. Merci. Monsieur Touré, merci. Vous avez compris que votre temps imparti était terminé. C'est pour ça que j'ai anticipé. Merci infiniment pour ces mots. On vous remercie sincèrement, c'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui êtes actifs et qui permettez de donner la parole à tout le monde. Et on vous soutient à fond dans cette mission. Madame Modéran, pardon, quelle est votre lecture de ce qui se passe aujourd'hui au Sahel? Comment est-ce que vous analysez la situation sécuritaire en particulier? Et puis, est-ce que vous avez des recommandations ou comment vous voyez qu'on pourrait stabiliser cette région davantage? Merci beaucoup pour la question et merci pour l'invitation à me joindre à ce panel ce matin. Je suis sans doute la voix la moins institutionnelle sur ce panel puisque j'interviens en tant que chercheuse indépendante. Et je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites par mes prédécesseurs sur le contexte, qui est un contexte particulièrement difficile, marqué par une combinaison de crises sécuritaires, politiques, sociales, économiques, avec un impact
très important sur l'espace civique de manière générale. Donc, mon premier point serait de dire qu'il est important, je pense, de replacer la discussion sur l'importance de l'information et de la liberté d'expression et de la liberté de la presse dans le contexte plus large d'une réflexion sur le contexte démocratique, d'une part, sur l'état de droit et sur tout simplement l'espace civique qui existe. Je rebondis sur les points qui ont été soulevés par Mohamedou tout à l'heure concernant l'importance de donner la parole à tout le monde, que ce soit les acteurs du conflit, mais également les personnes qui en subissent les conséquences. Et ça exige d'avoir un espace civique qui permet une expression ouverte. Donc concrètement, le contexte est tellement complexe que si je voulais, dans les 5 petites minutes qui me sont imparties, mettre l'accent sur 3 points principaux, je dirais d'une part la crise djihadiste, et je pense que c'est particulièrement important parce que c'est l'un des éléments du contexte qui ont le plus piloté, le plus guidé le type de réponses qui ont été proposées jusqu'à présent. L'ambassadeur Del Rey parlait tout à l'heure de l'importance qui a été accordée au contre-terrorisme ces dernières années. C'est vraiment une donnée essentielle si on veut comprendre comment est-ce que ce tout militaire, premièrement, n'a pas produit les résultats attendus. L'ambassadeur Sanchez le rappelait, mais aussi comment est-ce que ce tout militaire, au final, a sans doute préparé le chemin à une militarisation de la société et de la vie politique de manière plus large. Je pense que l'une des erreurs principales qui ont été commises ces dernières années, et de manière collective, ça a été de considérer les différentes crises en silo, de manière séparée, comme si la crise sécuritaire pouvait se traiter par une approche purement sécuritaire, la crise politique par une approche purement politique. Et pour ce qui est des autres crises, à vrai dire, on n'est même pas vraiment allé au fond des choses sur les questions de développement. Or, ce que l'expérience de ces 10 dernières années nous montre, il me semble, c'est que toutes ces crises sont extrêmement interreliées et que, à vrai dire, il n'est pas possible de juguler la crise sécuritaire sans prendre en compte les questions politiques, les questions de gouvernance, les questions de développement. Alors, ceci a été essayé par certains acteurs, y compris par des acteurs nationaux, plusieurs fois. Donc, on a eu des tentatives à des niveaux très élevés, que ce soit sous le président Ibeka, sous le président Bazoum ou bien sous le chef de la transition d'Amiba au Burkina, d'amorcer des initiatives de dialogue, par exemple, y compris avec des groupes jugés infréquentables. On a eu des initiatives nationales extrêmement ambitieuses pour ce qui est du développement de régions fragiles. Je pense au programme d'urgence pour le Sahel dans la région du Sahel au Burkina ou encore au plan de stabilisation intégré pour le centre du Mali. Et on a eu un investissement, on va dire, extrêmement important dans la réponse humanitaire à travers l'ensemble du Sahel. Toutes ces réponses sont importantes et font partie de ce qu'on appelle, on va dire, le cadre de réponse civile et politique beaucoup plus large dans lequel devrait s'inscrire la réponse militaire. Mais malheureusement, toutes ces réponses ont toujours été traitées de manière un peu secondaire. Et c'est sans doute l'un des défis principaux qu'on a rencontrés. Donc, il serait important pour l'avenir d'essayer de traiter ça de manière beaucoup plus large, non seulement au Sahel, mais également dans les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest où la menace arrive progressivement. Peut-être tout dernier point que je voudrais soulever, c'est l'importance de la gouvernance inclusive. Et la gouvernance inclusive, pour ça, les médias ont vraiment un rôle clé à jouer dans la création d'une plateforme de rencontre. À l'échelle d'une nation, il n'est pas possible d'avoir tout le monde autour de la table simultanément, mais il est possible de créer des espaces numériques, des espaces intermédiaires où ce dialogue national peut réellement avoir lieu de manière inclusive. Et je pense que c'est l'une des missions essentielles qui revient aux médias dans le contexte actuel, en dépit de tous les défis qu'ils rencontrent, et que justement, l'un des rôles essentiels des partenaires externes serait de pouvoir les aider à relever ces défis. Merci Madame Modérant. On a des super panélistes qui restent dans le timing, donc je suis ravie, ça va nous permettre ensuite d'avoir des échanges avec vous toutes et vous tous. Je vois qu'il y a des représentants permanents des pays de la région
préparez-vous parce qu'on va vous donner la parole dès qu'on a fini notre deuxième petit tour, mais vous aurez la parole dès qu'on aura répondu aux prochaines questions avec les panélistes. La première s'adresse à Madame la représentante spéciale de l'Union européenne ainsi que Monsieur l'envoyé spécial de l'Espagne. Donc, on a entendu tout à l'heure que l'Union européenne souhaite rester engagée au Sahel. Est-ce qu'il y a de nouvelles pistes d'intervention? Est-ce qu'il y a de nouvelles réorientations? Est-ce que c'est encore en train d'être discuté? Et est-ce que vous êtes en faveur d'une réponse commune avec d'autres organisations régionales, avec des organisations internationales? Oui, merci beaucoup. Je vais réagir aussi à ce qui a été dit jusqu'à ce moment. Bien sûr, on travaille toujours avec l'Union africaine, avec la CEDEAO, avec vraiment toutes les organisations régionales et internationales pour garantir qu'il y a toujours une direction que peut démontrer notre volonté commune pour construire quelque chose que va rester surtout, que peut être vraiment transformatif. Sur la question qui a été soulevée, par exemple, sur le développement, on a beaucoup d'argent déjà mis dans un grand nombre de projets, mais le grand problème qu'on a eu récemment, c'est la question de l'urgence. On est toujours pris par l'urgence, on doit toujours mettre en place l'aide humanitaire avant que se concentrer mieux sur le développement parce que l'urgence est telle qu'on doit répondre avec des moyens très, très forts et très efficaces. C'est pour ça que je dois dire que malgré il y a des problèmes sur le plan politique, nous, comme Union européenne, garantit l'aide humanitaire à la population toujours. Il n'y a aucun doute sur ça parce que pour nous, l'aide humanitaire est fondamentale. Mais on a aussi l'ambition de réaliser les nexus entre la sécurité, l'humanitaire et le développement, et ça est difficile dans ce moment. Ça, c'est mon premier point. L'autre point que je veux dire est que quelqu'un a parlé de gouvernance inclusive. Pour nous, la gouvernance est le principe inspirateur plus important de notre stratégie. La gouvernance que peut garantir l'accès aux services de base, que peut garantir la participation politique. Et je dois dire que pour ce qui concerne les pays du Sahel, les pays même ne peuvent pas nier, et le gouvernement, je parle toujours avec tous les gens de la société civile au président, et il y a des problèmes énormes sur ce plan, parce que par exemple, au Burkina Faso, les partis politiques ont été interdits. Au Tchad, je sais que c'est interdit de se réunir, d'avoir des réunions aussi dans les maisons. Alors, c'est un problème énorme, ça, parce que pour nous, le mouvement de pensée doit être libre. Alors, on ne peut pas le nier, et je le dis franchement au pays du Sahel, parce que nous sommes des amis. Alors, on se doit parler dans une manière très directe, et je le dis tout le temps. On a besoin d'avoir un peu plus de voix, surtout de la société civile, de garantir qu'il y a un mouvement. Et je dois dire aussi que dans ce sens, monsieur de représentant du studio Tamani, vous le savez très bien, l'information est très importante, on doit lutter contre la désinformation et l'Union européenne a mis en place une unité spécifique pour ça, la Stratcom, qui est dédiée en particulier à lutter contre la désinformation, mais en même temps, je le dis toujours, la vérité est que les gens, peut-être ils ont un téléphone cellulaire, mais mobile, mais en même temps, ils ne participent pas vraiment au débat global. Ça, c'est la vraie question. Ici, on a 2 représentants, mais c'est vraiment très rare que les gens peuvent parler directement avec des représentants du Sahel, des jeunes qui peuvent porter leur message et comprendre, pour nous faire comprendre mieux ce qui se passe. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment l'opportunité. On fait beaucoup pour la société civile parce qu'il y a milliers de projets. Mais à la fin, le vrai problème est qu'ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer directement en contact avec notre société. On ne peut pas le nier. Alors, on doit mettre ensemble tout ça pour garantir que notre intervention est efficace. Je dois dire encore que, bien sûr, l'Union européenne reste le premier partenaire. Pourquoi? Parce qu'on a mis beaucoup de millions. À la fin, la quantité
compte. Et bien sûr, la qualité aussi, on doit travailler mieux sur l'efficacité de notre intervention. La dernière chose que je veux dire, il y a dans ce moment un problème énorme sur la narrative, sur la narration, comme vous voulez. Et c'est un problème énorme du côté du Sahel et du côté de l'Union européenne, et aussi, par exemple, de l'Union africaine. J'ai participé à une retraite de l'Union africaine récemment, très intime, très introspective, mais pour vous dire, le problème est toujours le même. Comment on se représenter mutuellement? Parce qu'il y a beaucoup d'idéologies sur ça, il y a beaucoup de stéréotypes, hein, de préjugés, et ça, c'est un problème énorme. Du côté du Sahel, ça reste, devient encore plus grave, je dois dire, parce qu'il n'y a pas le mouvement de pensée libre qu'on espère de voir bientôt dans les sociétés. Et alors, l'immobilité, l'impossibilité de créer des enjeux de discussion, d'expression libre crée des problèmes énormes sur la représentation, parce qu'à la fin, les gens prennent seulement un petit côté de ce que se passe dans le monde, et surtout dans l'Union européenne, et à la fin, ils ne peuvent pas voir vraiment la grande image des choses qui se passent. On peut le critiquer, bien sûr, mais avoir une vision un peu plus large, c'est important. Et je le dis aussi pour l'Union européenne. Mais on travaille sur ça. Je peux garantir qu'on travaille beaucoup sur ça. Oui, pour compléter les propos de l'ambassadeur Emanuela, le représentant que je partage entièrement, on a quelques pistes de réflexion sur lesquelles on est en train de travailler au niveau de l'Union européenne. L'Espagne, dans les différentes réunions qui ont été présidées dans le contexte de la présidence, je pense au Gimnich, c'est cette réunion informelle des ministres des Affaires étrangères qui s'est tenue à Tolède, où le Sahel a été mis en priorité dans l'agenda avec l'Ukraine. C'était avant la crise à Gaza, naturellement, mais on continue à pousser pour ne pas oublier les questions et les défis au Sahel. Mais quelques pistes. Alors, la première, ça serait de vraiment mettre en avant un principe d'appropriation des Africains eux-mêmes et des organisations régionales pour la gestion des crises et pour aussi les stratégies de développement. On pense à la CEDEAO, naturellement, mais aussi aux autres organisations qui ont beaucoup de mal à continuer à avancer. Le G5, le Sahel, en évitant la création ou un clivage ou la création de blocs, d'un côté, les pays avec lesquels on est capable de travailler, et les autres, les pays qui ont subi des coups d'État et qui ont formé une autre alliance. Il faut être capable de parler avec tout le monde, mais toujours en renforçant ce principe de leadership africain. Et une autre question, c'est essentiel d'être capable d'anticiper et de prévenir surtout ces situations d'instabilité. Les coups d'État n'arrivent pas dans le vide. Et je pense au Niger qui était sur la bonne trajectoire de développement, qui avait obtenu des résultats avec le président Bassoum, et de la réconciliation des luttes de combat contre le terrorisme, et tout d'un coup, bon, et ça a été remplacé par une junta militaire. Être capable d'anticiper, d'analyser et d'identifier des courants souterrains, des clivages interethniques, intercommunautaires, des questions liées à la faiblesse institutionnelle qui expliquent probablement la facilité avec laquelle, avec une population très frustrée, désespérée, la facilité avec laquelle un groupe de militaires sans programme ont été capables de prendre le pouvoir. Et il est aussi important, je disais, d'être capable de s'engager avec tout le monde, avec ligne rouge, naturellement. L'exemple du Mali, bon, moment où ils ont choisi un autre partenaire prioritaire pour lutter contre le terrorisme, mais la Russie, bon, selon le rapport Nations Unies, etc., avec des groupes de mercenaires, l'Union européenne a décidé de ne pas ou de suspendre la formation opérationnelle. Mais notre mission d'appui à l'ensemble, bon, la sécurité dans les pays, la mission principale, qui en ce moment est lidérée et menée par l'Espagne, l'UTM, reste sur place.
Parce que, bon, il y a toujours un accord on devrait être capable de faire d'autres choses, de continuer à avoir une orientation stratégique, de reconnaître qu'il y a un gouvernement média qui n'est pas monolithique et qu'il y a d'autres acteurs. Et quand je parle d'autres acteurs, l'importance de renforcer les liens avec la société civile, les acteurs locaux. Je pense que c'était l'écrivain nigérian Chinua Achebe qui disait que c'était très dangereux de laisser quelqu'un parler en ton nom. Et bon, renforcer cette voix africaine, la voix de la société civile comme un acteur essentiel, et aussi avec notre travail quotidien avec les gouvernements. Merci Antonio. Tout à l'heure, Madame Modérant parlait de la plateforme de rencontre que permettent les médias. Antonio, tu parlais aussi de l'importance de parler à tout le monde. On a vraiment besoin de ce dialogue, on a besoin de se parler, on a besoin de se rencontrer. Encore une fois, merci d'être là. Madame Modérant, Monsieur Touré, et ensuite on ouvrira la discussion à l'audience. Madame Modérant, vous avez émis un certain nombre de recommandations depuis plusieurs années sur la région. Est-ce que vous avez l'impression d'être écouté et entendu? Et Monsieur Touré, à votre avis, qui est aujourd'hui maître de l'information? Bien sûr, vous nous avez parlé de Studio Tamani, mais on sait qu'il y a des influenceurs qui ont plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de followers. Comment freiner en fait la désinformation? Madame Modérant. D'accord. La question que vous m'adressez est le grand défi, le grand cauchemar de tous les chercheurs en politique publique, c'est tout ça pourquoi? Est-ce qu'on a véritablement une influence, etc. Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse importants. La première chose, c'est de dire que, et de rappeler peut-être une évidence, que des politiques publiques efficaces doivent être basées sur des éléments concrets, sur du evidence, sur de la preuve. Et donc, nous, notre rôle en tant que chercheur, en tant qu'analyste, c'est ça, c'est d'observer, de documenter, d'analyser, de disséquer de manière aussi objective que possible les tendances qu'on constate, d'en tirer des conclusions et d'émettre des recommandations à partir de ça. Les recommandations qu'une écrasante majorité de la communauté des chercheurs émettent concernant le Sahel depuis plusieurs années sont assez consistantes, assez cohérentes et changent assez peu. C'est notamment de dire, et c'est tout en haut de la liste, que le tout militaire ne suffit pas, comme on l'a dit tout à l'heure, et je le répète, parce que je pense que c'est vraiment, s'il doit y avoir un message clé, c'est ça. Il ne s'agit pas de dire qu'aucune réponse militaire n'est nécessaire, bien sûr que si, mais il est important que celle-ci s'inscrive dans une stratégie politique beaucoup plus large. Alors, lorsqu'on dit ça, est-ce qu'on est entendu? Je pense que ça dépend à qui on s'adresse et quand on le dit, à vrai dire. Donc, le problème n'est pas tant qu'on n'est pas entendu, c'est qu'on n'est pas entendu de manière continue et qu'on n'est pas entendu par tout le monde et que cette discontinuité dans le temps et parmi les acteurs ne permet pas d'avoir une réponse collective cohérente. Je dirais ça un peu comme ça. Alors, pour ce qui est des décideurs nationaux, que ce soit au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, ces dernières années, on a vu, à vrai dire, les autorités nationales des trois pays prêter l'oreille de plus en plus à cette voie et essayer de mettre en place, en parallèle de l'action militaire, des solutions basées sur le développement inclusif, basées sur des réformes de gouvernance dans une certaine mesure. Mais il faut aussi avouer que ce sont des progrès qui ont été très, très parcellaires et surtout qui ont connu un recul important avec les différents coups d'État. Et là, je pense que l'un des points essentiels, c'est que le durcissement des positions par rapport aux voies non militaires est une conséquence des coups d'État. En effet, comment dire, ces coups rendent la voie militaire au final quasi
quasi obligatoire, parce que pourquoi prendre le pouvoir si c'est pour mettre en œuvre des réponses que des civils auraient très bien pu mettre en œuvre. Donc je pense qu'il y a un peu ce paradigme qui se met en place. Les choses sont un peu différentes lorsqu'on s'adresse aux partenaires extérieurs et notamment aux partenaires occidentaux, européens, américains, canadiens et autres, qui ont beaucoup évolué également sur ces questions avec une reconnaissance accrue de la nécessité des réponses autres que militaires dans le mix au fil des ans. Madame la représentante de l'UE rappelait tout à l'heure que beaucoup d'investissements a été fait par l'UE et par d'autres sur des questions de développement. C'est tout à fait vrai. Cela dit, comment dire, la manière dont certains programmes sont montés ne permet pas toujours d'aller au fond des choses. Donc là, je pense que on se heurte du côté des partenaires extérieurs, non pas tellement à un refus de principe qu'à des technicalités, à vrai dire, à des notions de programmation, des questions de priorité institutionnelle et de priorité politique aussi, qu'il est très important de pouvoir mettre sur la table de manière crue. Et en tant que chercheuse, je pense que c'est là que le dialogue est le plus difficile avec les acteurs extérieurs, c'est que dans un contexte où 10 années d'investissement massif, mais vraiment massif, n'ont pas permis de résoudre la crise et d'obtenir les résultats escomptés, il est difficile de sortir de l'auto-justification en disant oui, mais on a fait, pour essayer de véritablement comprendre. Oui, on a fait, mais malgré tout, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on aurait pu et dû faire autrement et qu'est-ce qu'on devrait faire autrement à l'avenir au Sahel et dans les autres pays de la région? Donc, je pense que c'est là que le dialogue, la partie difficile mais nécessaire du dialogue vraiment se noue. Et c'est pour ça que des plateformes comme celle qu'on a aujourd'hui sont particulièrement précieuses. Alors, c'est ça. Donc, en ce qui concerne la désinformation, aujourd'hui, on peut dire que c'est un des plus gros défis auxquels les médias doivent faire face. Bien sûr, vous l'avez soulevé, il y a des influenceurs aujourd'hui, que partout, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina, dans le Sahel de façon générale. Mais aujourd'hui, quand on analyse de façon générale, on ne va pas dire que les médias sont les meilleurs ou que les influenceurs sont les meilleurs. Je pense que c'est complémentaire et du moment où chacun défend la liberté d'expression et la liberté de la presse, la chose sur laquelle, au Mali, par exemple, les médias de façon générale sont en train de travailler, ce n'est pas de dire qu'il faut lutter contre ce système de désinformation avec les influenceurs, mais c'est de prendre en compte cela dans les textes, puisque la Maison de la Presse a organisé un atelier pour revoir les textes, par exemple, pour pouvoir prendre en compte les médias en ligne, parce que la plus grosse difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on peut créer un média en ligne sans aucune autorisation, sans aucune règle. Tout le monde peut se lever et créer son média en ligne sans chercher une quelconque autorisation. Donc, ce qui ne permet pas de pousser à respecter différentes règles. Et à ce niveau, aujourd'hui, la sensibilisation qui devrait être prise en compte aussi au niveau des populations, c'est l'éducation aux médias, sur lesquels pas mal de médias travaillent de plus en plus. Parce que si on prend en compte la crédibilité, il y a des informations qui circulent, mais beaucoup de gens se tournent vers des médias crédibles également pour vérifier ces informations-là. Pour dire qu'aujourd'hui, on voit telle chose qui circule sur les réseaux sociaux, est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est faux? Pour permettre à ce que ces médias aussi prennent en compte cela. Mais l'autre chose qu'il faut aussi mettre en avant, ce sont les langues locales. Pas mal de médias se concentrent beaucoup plus, par exemple, sur le français, alors que les populations locales qui comprennent le français ne sont pas nombreuses. Les langues locales, quand on prend le cas du Mali, par exemple, le Bambara, c'est essentiel de pouvoir donner des informations dans ces langues-là. Donc, si les médias ne prennent pas cela en compte, il y a les influenceurs qui le font et c'est pour ça que certains des influenceurs sont très écoutés. L'autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes, comme je le disais, en lien avec les questions financières qui abandonnent carrément les médias pour se tourner vers Facebook, également WhatsApp, en créant leurs différentes plateformes, parce qu'avec cela, il est plus facile de compter le nombre de vues pour dire qu'avec cette publication ou la couverture de cette conférence, cette personne qui l'a diffusée sur Facebook a pu avoir 100 000 personnes qui ont suivi cela. Sur les médias, il va falloir organiser une étude d'audience, par exemple. La Fondation Hirondelle le fait tous les 2 ans pour le cas du Mali, pour pouvoir savoir combien de personnes suivent de façon régulière les différentes
différentes productions. Donc aujourd'hui, moi, je pense que la solution, ce serait de prendre en compte les deux. Un, c'est d'abord que les médias aussi prennent en compte les plateformes numériques pour pouvoir partager des informations là-dessus et adapter aussi les informations à ces plateformes. Mais deux, également, c'est de mettre beaucoup plus d'accent sur la formation parce qu'il y a de nouvelles techniques qui existent aujourd'hui pour pouvoir vérifier davantage les informations, même si on sait que le rôle d'un journaliste de façon générale ou de façon particulière, c'est d'abord de vérifier les informations. Donc, peu importe l'information qui doit être diffusée, elle doit être une information indépendante, équilibrée et professionnelle. Mais aussi, les influenceurs, il est important de les former aussi, parce que l'objectif ne devrait pas être de dire que ces influenceurs ne devraient pas exister ou que personne ne doit pouvoir s'exprimer sur les réseaux sociaux. Mais inviter chaque agent, chaque personne qui envisage à créer ce genre de plateforme, à se documenter, à être formé et aussi une collaboration entre les médias et ces différents influenceurs qui existent de plus en plus. Par exemple, quand je prends le cas de Studio Tamani et Donny Blog au Mali, qui collaborent pour pouvoir prendre en compte aussi ces fausses informations qui sont publiées davantage. Mais le plus gros défi qui est auquel les médias sont confrontés, c'est WhatsApp aujourd'hui, quand je prends le cas du Mali. C'est facile de suivre la trace d'une information sur Facebook pour dire que telle information a été publiée sur cette page, on va partager l'information sur la même page et d'autres pages, mais sur WhatsApp, il est hyper compliqué aujourd'hui de savoir par quel groupe l'information est déjà passée et pouvoir suivre cette même trace-là. Donc, c'est également de nouvelles techniques ou de nouvelles réflexions qui doivent être menées par les professionnels des médias à ce niveau pour pouvoir davantage prendre en compte ces différents aspects. Merci. Emmanuela voulait dire une phrase. Non, oui, je voulais seulement dire ça, que c'est vrai qu'on s'interroge sur comme fermier et comme garantir que notre développement, coopération au développement est plus transformatif. Mais c'est vrai aussi que pendant les années, on a sauvé centaines de milliers de vies. On a garanti la survivance d'entières communautés. On a garanti la résilience. Ça, c'est déjà un énorme résultat. Dans ce moment historique, on doit s'interroger et travailler pour faire mieux. Ça, c'est vrai, transformatif avec nos partenaires. Alors, je voulais clarifier ça parce qu'on réfléchit sur la question, mais dans une manière constructive, à partir de ce qu'on a obtenu déjà, qui est un grand résultat dans le passé. Merci, Cédrine. Merci, Monsieur Touré. Je retiens qu'il y a de la place pour tout le monde, mais qu'il faut professionnaliser davantage tant les influenceurs que bien sûr les médias, mais vraiment qu'il y a de la place pour tout le monde. On a l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui des représentants des pays de la région. Nous, on a plutôt une approche régionale. Monsieur le représentant permanent du Tchad à Genève, est-ce qu'on pourrait vous entendre? Et puis je crois qu'il y a monsieur le représentant permanent du Niger, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas s'il y a d'autres représentants permanents qui sont dans la salle. Ok. Monsieur pour le Niger, monsieur l'ambassadeur. Pour le Tchad, excusez-moi. Merci. Tout d'abord, je voulais remercier la Fondation Hirondelle et le département fédéral des affaires étrangères pour l'organisation de cet échange sur le Sahel. Je pense que moi, de mon point de vue étant du Tchad, l'approche, que ce soit de l'Union européenne, que ce soit des autres pays européens, par rapport à la situation du Sahel, parfois pose question. On est très libre de critiquer les coups d'État. OK. Mais on ne dit rien sur les présidents qui restent 30 ans au pouvoir, 40 ans au pouvoir. Personne ne critique cela. Et c'est ça le problème. Non, mais c'est ça la réalité, madame. Vous prenez certains pays, je ne veux pas les citer, mais vous les connaissez tous, qui sont reçus à bras ouverts dans les différentes chancelleries ou bien dans les différentes capitales. Mais eux, on ne considère pas cela comme un coup d'État. Je voudrais remercier les différents intervenants pour leurs mots très pertinents, mais je pense que si on veut vraiment
lutter contre la désinformation. Le Mali, c'est un pays que je connais très bien. Maria est une Malienne et on a connu le Mali il y a 27 ans. Mon dernier poste à l'OMS, j'étais représentant de l'OMS au Mali. Je connais toutes les régions de votre pays, Monsieur Touré. Donc, ce qui fait que je connais aussi bien le Mali, le Niger, le Burkina et mon pays, le Tchad. Donc, la question qu'il faut se poser concrètement, pourquoi ces coups d'État? Pourquoi ces coups d'État? Je pense que ça, c'est le point crucial. La désinformation, en revenant sur la désinformation, je suis entièrement d'accord avec vous, Monsieur Touré. Il y a, avec les groupes WhatsApp, les nouvelles techniques de communication, il y a beaucoup de fausses informations qui sont diffusées. Et ce qui fait que pour les contrer, de mon point de vue, il faut vraiment, comme vous l'aviez dit, tous sur cette table, vraiment que le ministère de la Communication, il y a un enjeu clé. Les gens ne comprennent pas la liberté d'information et la passation des fausses informations. Liberté d'information, il faut que nous respectons certaines règles. Il faut que nous professionnaliser la profession et surtout la réglementer. Je suis entièrement d'accord avec vous par rapport à beaucoup de choses, mais ce que je veux dire, la perception que vous, en tant qu'Occidentaux, avez de l'Afrique, ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même qu'ont les Africains. Et vous voyez ce qui se passe actuellement dans les réseaux sociaux avec les jeunes, les critiques qui se passent par rapport à l'Occident et tout ce qui s'ensuit, ce rapprochement avec la Russie. C'est-à-dire que la réponse que vous avez donnée, si on prend le cas du Sahel au djihadisme, c'est l'option militaire. On vient, on bombarde, on vient, on bombarde, on vient, on bombarde. Mais alors que le principal le principal fait qui devrait être fait, pourquoi se poser la question, pourquoi ces jeunes rejoignent les djihadistes? Parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils n'ont pas à manger, parce que le développement n'a pas été la priorité de ces pays. Et tant qu'on ne va pas se baser sur le développement de ces pays, le djihadisme va continuer à monter. Je le vois au Tchad avec Boko Haram ou bien dans le Nord, je le vois au Mali, comment ça se passe, et dans beaucoup de pays. Bon, maintenant, ce que je voulais dire, c'est que, Madame la représentante de l'Union européenne, posez-vous la question, qu'est-ce que vous proposez concrètement? C'est vrai, vous financez beaucoup, mais ces financés, quand vous discutez avec la population, ces financements sont liés à ce que vous considérez comme nécessaire. Je prends juste un exemple. Si il n'y a pas une liberté avec les LGBT et tout ce qui s'ensuit, les financements sont coupés. Et quand il y a un coup d'État, sanctions directes. Mais il faut vous poser la question, quel est l'impact de ces sanctions sur les gens qui sont au pouvoir? Aucun. Ce sont les populations qui sont en train de souffrir. Je l'ai vu au Mali, je le vois au Niger. Je peux vous dire qu'au bout de 4 mois, les denrées alimentaires ont explosé. Je pense que M. Touré ne va pas dire le contraire. Donc, l'impact de ces sanctions, moi c'est la manière de faire. Je prends beaucoup de temps, mais je pense que c'est la manière de faire qui n'est pas... Il faut réellement vous poser la question, cette population, ils ont besoin de quoi? Et le plus important pour moi, c'est le développement. Excusez-moi si j'ai été assez long, mais je pense qu'il y avait des petits points à signaler. Et par rapport à la paix, d'une manière générale, on ne peut pas améliorer la situation tant que nous n'avons pas la paix. Et cette paix ne peut pas se faire par des États qui sont impliqués dans les différents conflits. Je prends l'exemple, j'en ai discuté avec votre ambassadeur la dernière fois, vous avez des pays comme la Suisse qui n'ont aucun intérêt ou bien qui ne sont pas impliqués dans cette guerre. Ce sont ces pays-là qui devraient s'orienter à ramener la paix en ramenant le belligérant. Nous, je viens du Tchad, donc je peux vous assurer, étant à l'est du pays, le nombre de réfugiés soudanais que nous avons, je prends juste l'exemple du Soudan, on ne peut pas décrire ça, madame. Donc, je pense que le plus important, en dehors de la désinformation, je ne vais pas revenir dessus, en dehors de l'enjeu de la paix, en dehors de l'enjeu, la résolution de tous ces conflits ne peut pas se faire sans la paix.
Monsieur, merci, pardon, monsieur le représentant permanent du Tchad. On va donner la parole au représentant permanent du Niger. Merci, monsieur. Merci beaucoup, Madame la modératrice. À la suite de mon frère du Tchad, je remercie la Fondation Hirondelle, le département fédéral des affaires étrangères et bien sûr le forum Semaine de paix de Genève pour l'organisation de ce segment consacré à l'information. Je crois que l'information est avant tout un instrument de promotion de la construction, de la formation, de la fabrication de la personnalité et de l'épanouissement économique, politique, culturel et social de la personne humaine. Je crois qu'aux premières heures de l'accession de nos États à la souveraineté internationale et aux indépendances, l'information a joué un rôle très important dans la construction nationale des nouveaux États indépendants, dont les différents peuples se sont retrouvés à l'intérieur d'un territoire sans les connaître. Et l'information a un rôle de premier choix a été dévolu aux organes de presse et d'information, généralement gouvernementaux, pour agir dans le sens de la construction nationale, du sentiment vis-à-vis de l'État, la discipline, l'attachement à la cause publique, l'intégration nationale, la paix, la sécurité, le développement, tout et tout. Et quelques années après, presque une trentaine d'années après, à la fin de la guerre froide, pratiquement dans les années 90, le vent de liberté qui a soufflé à l'est et au centre de l'Europe a aussi soufflé sur l'Afrique. Et d'emblée, on est rentré dans un vaste mouvement de démocratisation en Afrique qui a vu émerger beaucoup d'opinions, beaucoup de maisons de presse, beaucoup de journalistes, beaucoup de maisons de presse, de télévision privée et autres. Malheureusement, ce qui a suivi ces choses, c'est que les messages qui sont généralement envoyés n'ont toujours pas été des messages très professionnalisés. Certains ont conduit à des catastrophes. Je vais vous prendre l'exemple de la radio 1000 Collines au Rwanda, qui a conduit à tout ce que nous connaissons en 1994. Et il y en a eu beaucoup d'autres. Ce facteur a été malheureusement aggravé par le développement rapide des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, l'Internet, les réseaux sociaux aujourd'hui, qui fourrent tout et qui font tout finalement balancer dans les sphères des différentes sociétés. Le dernier exemple de mauvaise information, d'intox, que nous avions connu là en Afrique juste occidentale, était une information balancée dans les réseaux sociaux où on a montré, par exemple, un Ivoirien en train d'être molesté par des Nigériens. Tout de suite, en Côte d'Ivoire, partout où il y a un Nigérien, il a été pris pour cible. Voilà les choses. Et aujourd'hui, l'information au Sahel, si vous posez la question de savoir s'il y a un enjeu de paix ou de troubles d'insécurité, oui, je vais répondre positivement que l'information au Sahel est un enjeu de paix. L'information doit redevenir cet instrument de fabrication, de formation, de construction des personnes humaines et de mise en place d'institutions et de sociétés durables. Et pour ce faire, une place de choix doit être laissée au professionnalisme de la chose. Tout le monde ne peut pas être un informateur, un journaliste professionnel, et tout le monde ne peut pas ouvrir aussi une maison de presse
ou une télévision privée. Je crois que cet aspect mérite d'être regardé avec beaucoup d'attention. Voilà ce que moi, je peux dire comme commentaire par rapport à ça. Pour tout le reste, je suis d'accord que tous les événements qui se produisent au Sahel ont généralement pour cause la sous-information, la malinformation, les intox, un point, un trait, c'est tout. Voilà la situation. Et nous savons aussi que par rapport à l'autre côté du continent, il y a lieu de relever que quand même, les informations que nous voyons souvent sur les chaînes de télévision ici, en Occident ou dans d'autres coins du monde, ne sont généralement pas des éléments qui reflètent réellement ce qu'il y a en Afrique. Puisque souvent, ce que nous voyons, c'est toujours des situations de guerre, des situations de pandémie, des situations de pauvreté, alors qu'il y a beaucoup de choses à montrer qui sont positives pour l'Afrique et puis qui peuvent édifier beaucoup les opinions occidentales et d'autres coins du monde qui n'ont jamais connu l'Afrique. Merci, voilà monsieur l'aspect important qu'il faut aussi retenir. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention, monsieur le représentant permanent du Niger. Je donne la parole à la représentante spéciale. Oui, très rapide pour réagir à votre intervention. Merci, très intéressant. Alors, quelques points très vite. Alors, vous parlez de la question de l'approche de l'Union européenne qui pose des questions. Je suis d'accord, nous l'avons dit et on va réfléchir sur ça. Mais en même temps, comme je dis, on a fait beaucoup, surtout sur la base de votre demande. Parce que, par exemple, sur la question militaire, il y a une demande énorme de la part du Sahel à nous pour aider les pays du Sahel à résoudre les problèmes de sécurité avec une aide militaire. C'est une question très délicate, vous pouvez comprendre, mais c'est sur la table. L'autre chose que je peux dire sur les coups d'État, bien sûr, il y a des coups d'État cachés. Et je suis d'accord. Quand un président, par exemple, change la constitution et décide de rester au pouvoir pour 30 ans, c'est une question très difficile à accepter. C'est comment on peut dire, c'est un changement institutionnel qui pose des questions énormes, surtout pour la population. Alors, on est bien conscient de ça. On fait la différence. On fait la différence, on étude chaque cas, on a des relations très étroites avec tous les pays, mais dans des manières différentes, parce que les situations dans les pays même sont très différentes. Sur la question de se comprendre, c'est vrai, tout le monde le sait, je parle toujours de la nécessité de développer un langage euro-africain ou africain-européen, comme vous voulez dire, c'est la même chose, mais bien sûr, on a besoin de développer ça. Mais en même temps, comme je dis avant, il y a des relations très étroites entre nous et tous les pays du Sahel et aussi les organisations régionales. On développe ça chaque jour. Je pense qu'on est en train de réaliser quelque chose dans ce domaine. L'autre chose que je voulais dire, c'est aussi sur la question des sanctions. Et je peux comprendre, c'est difficile d'accepter, mais en même temps, par exemple, on est bien conscient qu'on a la nécessité de faire comprendre, je m'excuse, mais comme je dis, c'est pas acceptable pour nous d'avoir des coups d'État quand on pourrait avoir un système d'alternance normal avec des élections, avec des débats politiques. Les sanctions, en même temps, par exemple, pour nous, je peux dire parce que j'étais la personne qui a écrit à toute l'Union européenne pour avoir des exemptions pour le Niger, pour, vous le savez, messieurs, pour avoir des exemptions pour l'aide humanitaire pendant les sanctions qui sont adressées à des personnes spécifiques pour avoir une sensibilité. Ça, c'est la décision de la CEDEAO. Alors, comme vous voyez, ce n'est pas une question simple, c'est une question très articulée. Et pour ce qui concerne le terrorisme, je vais terminer. On reconnaît votre rôle. Le terrorisme, la migration. Par exemple, au Niger, on a reconnu vraiment beaucoup le rôle du Niger dans la question migratoire pour développer des projets. Et je dois dire, avec un peu de douleur personnelle, je dois dire, qu'avant le coup d'État, nous avions inauguré une grande centrale électrique, vous le savez, de 56 000 panneaux solaires financés par l'Union européenne et l'Agence de développement français. Et c'était un projet énorme qui pourrait résoudre les problèmes
problème électrique de la ville de Niamey, mais bien sûr, c'est un problème partagé par toute la région. Et vous pouvez comprendre que c'est une douleur, vraiment, parce que j'étais là et je ne peux pas accepter que dans ce moment, le projet est suspendu. Alors, vous voyez que l'architecture est très complexe. Attention à être, comment on peut dire, superficiel. Je le dis à moi en premier lieu, mais c'est nécessaire de voir la complexité de chaque cas de chaque pays, de chaque situation, sur le plan politique, économique, social, humanitaire. Merci, Emmanuel. Être complexe. Merci beaucoup. Je propose qu'on prenne quelques questions de la salle. Le micro est là. Le hasard. Hein. Oui, bonjour. Pouvez-vous présenter puis vous lever parce qu'on ne vous voit pas, excusez-moi. Bonjour, Hichem Lemissi, secrétaire du JPRI, Geneva International Peace Research Institute. Vous me pardonnerez pour mon anglais relativement moyen dans la prononciation. Moi, je voulais rebondir par rapport aux deux interventions de messieurs les ambassadeurs que j'ai trouvé très intéressantes parce qu'elle met en avant un point qui est essentiel. C'est que la communication, l'information, c'est un enjeu de conflit. Ce n'est pas simplement un enjeu d'information proprement dit. Et on peut s'interroger justement sur la représentation que l'on a du continent africain, des sociétés africaines, en fait, ici, la façon dans laquelle un certain nombre de destinations ou de pays sont représentés d'une façon qui est plutôt favorable, et combien dans d'autres pays, et je pense notamment aux pays du Sahel, qui ont choisi de s'engager dans une voie que je qualifierais personnellement de souverainiste, et qu'il est difficile depuis Genève ou depuis l'Europe de juger avec objectivité, puisque les demandes essentielles des populations là-bas sont différentes de ce que l'on attend ici, eh bien, ça interpelle, parce qu'on présente toujours en mettant en avant la question des droits de l'homme, la question des droits de l'information, alors que dans des sociétés qui sont des sociétés, comment dirais-je, plus communautaires, où les attentes, elles sont plus en termes d'alimentation, d'accès à l'énergie, la paix, la sécurité. Et vous avez posé la question tout à l'heure du terrorisme. La représentation que l'on se fait du phénomène terroriste, qui était présentée par monsieur le représentant du Tchad, elle est là. Pourquoi ils s'engagent dans cette voie? Et c'est souvent une question simplement économique, ou le fait que les populations du nord du Sahel n'ont pas été suffisamment intégrées aux États dans lesquels ils font partie, et qu'on a à réfléchir à une toute autre, d'une toute autre façon, et au final, se poser la question de la façon dans laquelle l'information peut contribuer plutôt à la construction que simplement de mettre toujours en avant les points conflictuels, parce que les conséquences, elles peuvent être dangereuses. Hein. On a cité la question de Radio des Mille Collines au Rwanda, c'est à l'origine d'un génocide. Plus récemment au Cameroun, fait très intéressant, vous avez la France qui envoie un ambassadeur dédié aux droits LGBT. Je termine, vraiment 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Vous avez une espèce de campagne complètement hystérique parce qu'on n'a pas compris en fait la culture du pays et qu'on a du mal à le comprendre. Merci monsieur. Désolée d'être un peu... Si vous pouviez être le plus bref possible pour qu'on puisse prendre un maximum de questions avant la fin de la séance. Bonjour, je m'appelle Riki Nelly Ndagano. Je suis chercheuse et praticienne dans la justice transitionnelle. Je viens du Burundi. Ma question, j'ai beaucoup entendu... on a beaucoup fait, mais sans résultat. Est-ce que finalement, la question, ce n'est pas une question de la responsabilité, de mettre l'accent sur la responsabilité des acteurs locaux, des gouvernements, la société civile et les populations également? On entend de plus en plus aujourd'hui la question de la décolonisation des mentalités, décolonisation des programmes humanitaires, des projets de développement, etc. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas aller jusqu'au bout de cette décolonisation-là, de telle sorte que finalement les projets qui viennent en Afrique soient des programmes africains et qu'en fait on ait la responsabilité de ce qui nous arrive et que ça soit les coups d'État, tous les malheurs qui nous arrivent, que ça soit aussi, qu'on soit conscient que c'est aussi notre responsabilité et en même temps du côté du point de vue occidental, qu'il ne soit pas tout le temps, vous devez réfléchir de telle ou telle autre manière et recentrer la balle sur la responsabilité. Et finalement, l'information pour le service de la paix, ce n'est pas, en fait, cette éducation-là, ce n'est pas aussi l'éducation à être plus responsable et être moins dans la dénonciation. Et finalement, en fait, remettre le regard
à la source. Voilà, merci. Merci beaucoup, madame. Il y a monsieur qui demande la parole depuis un certain temps. Et je vous propose qu'on finisse de prendre encore, il y a une dame ici et un monsieur, on finit avec ces questions, on prend celle en ligne et puis on fera un dernier tour de table où tout le monde répondra aux questions de façon globale. Monsieur. Je ne vais pas me lever parce que les deux représentants officiels ne se sont pas levés. Moi, je suis représentant toujours de la société civile internationale à Genève. Je suis pas un représentant permanent de la société civile parce que j'ai fait aussi du short term comme consultant à l'ONU. Mais je serai concis et très bref. On est ici pour débattre sur la problématique de l'information dans la région du Sahel. La désinformation, la propagande, dans le temps, on disait aussi ministère de la propagande. Et seulement de cette thématique, où, dans quelle région? Dans le Sahel. À quel point cette région géopolitique, elle est devenue hautement stratégique, notamment pour l'Europe, à l'échelle internationale. Mais si maintenant, comme Signora Del Rey, elle disait, l'engagement des 27 États membres pour cette région du Sahel, moi je dirais alors, l'espace méditerranéen dans son temps, c'était l'engagement de cette Europe dans le temps qui n'était pas à 27, qui était 24, 22, 12, mais maintenant, je pourrais dire, alors, l'importance de l'espace géopolitique du Sahel est beaucoup plus important que l'espace géopolitique de la Méditerranée dans son temps. Mais on s'est rendu compte finalement que nous vivions à cette époque-là le dernier épisode de la bipolarité du monde, parce que c'était la 6e flotte qui s'imposait, à l'instar de l'URSS qui était beaucoup plus en retrait. Mais maintenant, nous vivons peut-être le dernier épisode de l'unipolarité du monde. Mais on a bien vu, s'il vous plaît, qu'un seul État membre qui était très engagé depuis le temps, mais je ne vais pas poser les questions financières du CFA, franc français, l'euro, je ne vais pas poser cette question. Giorgia Meloni, elle a évoqué bien avant l'élection. Et après, mais je vais terminer, s'il vous plaît, madame. Si vous voulez me faire le fil, ce sera... voilà. Voilà, j'ai voulu dire aussi parce que le processus de LDCs, PMA, le gouvernement intergouvernemental, les organisations intergouvernementales, parce que les PMA dans le monde entier, c'est 33 pays moins avancés en Afrique, 13 en Asie, un seul dans l'hémisphère ouest. Je suis engagé dans ce processus à l'ONU et on ne peut pas évoquer les problématiques des pays du Sahel sans évoquer ce processus des PMA qui est hautement important, mais aussi les organisations intergouvernementales, entre autres. Mais SINSAD, Sahel-Sahara, pas comme les autres, une organisation intergouvernementale, pas comme les autres. Ma question pour Mme Del, si vous voyez plutôt l'entité européenne, j'ai bien dit l'entité ou l'Europe, elle est vraiment engagée pour la région du Sahel, donc je dirais que le Sahel est beaucoup plus important que l'espace stratégique méditerranéen. Une toute petite dernière question pour M. Sanchez, et la dernière question, parce qu'on évoque, il faut y aller jusqu'au bout de la décolonisation. Monsieur, allez à votre question, parce qu'il y a Mme. Je vais sur ma question, jusqu'au bout de la décolonisation. Quand on parle du Sahel, on pense au Tchad, Niger, Mali, Burkina Faso, Sud-Soudan. Oui, on peut dire aussi Togo, Bénin et Côte d'Ivoire. Et bien sûr, CFA, mais je ne parle pas de la monnaie. Mais on parle aussi, tout ce qui concerne tous ces pays-là, on ne peut pas ignorer le Rio de Oro. On va pas, parce que tout ce qui se passe aussi, tout le malheur aussi des informations dans le Golden River, ça concerne tous les pays du Sahel. Merci beaucoup, donc, la question du Polisario, la revendication politique du Polisario pouvait être réglée par l'État membre de l'ESPAD bien avant l'établissement de la monarchie royale ou bien après. Mais voilà, pour dire, voilà, c'est cette beaucoup, question. monsieur. Une deuxième et dernière question pour monsieur. Merci. À madame, monsieur, rapidement. Oui, bonjour, je suis chercheuse ici à Fanny Badage, chercheuse à l'Institut. J'ai peut-être une question très rapide pour monsieur Touré. Je voulais savoir votre avis sur l'impact du retrait de la mission de l'ONU au Mali sur ces questions de désinformation, d'information, notamment avec leur radio. Si vous avez des éléments là-dessus, parce que j'imagine qu'il fait aussi d'autres activités en plus de peut-être de financement de l'information dans le pays. Et j'ai aussi l'impression que c'est la mission internationale et aussi les forces étrangères militaires dans le pays étaient souvent la cible de ces campagnes de désinformation. Donc, est-ce qu'il n'y aura peut-être pas une fenêtre d'opportunité pour couper aussi l'herbe sous le pied à ces campagnes, ces acteurs de désinformation avec le retrait malheureux, selon moi, de ces acteurs internationaux? Merci madame, monsieur, et ce sera la dernière question pour la salle. Et on va en prendre une ou deux en ligne et ensuite on fera un dernier tour de table. D'accord, merci beaucoup. Je suis Kaboré Henri, je viens du Burkina Faso. Je suis dans les structures de jeunesse.
Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de temps pour parler parler de la désinformation parce que j'ai beaucoup d'exemples, en fait, du cas du Burkina. Rapidement, déjà, par exemple, ce que je peux dire, c'est que malheureusement, la désinformation est maintenue et entretenue depuis le sommet dans le cas du Burkina. C'est-à-dire que depuis la présidence ou le premier ministère, dans les déclarations officielles, je prends un exemple, le premier ministre qui dit que l'armée française, par exemple, était au nord depuis des années et malheureusement, le terrorisme n'est pas terminé. Moi, je suis quand même exigeant sur la politique française, mais sur ce coup, par exemple, il y a un contrat qui dit que le Burkina doit demander expressément pour que l'armée française intervienne. Donc, tant qu'on ne demande pas, il n'y a pas d'intervention. Et l'armée française n'était pas basée au Burkina, c'était basée au Mali et vient voilà, pour des frappes dès qu'il y a la demande. Donc, ça, c'est de la désinformation. Mais je vais dans les priorités de l'Union européenne, comme je l'ai dit il n'y a pas de temps. Moi, je propose que la mission de l'Union européenne aille plus vers la proximité avec les populations locales. Malheureusement, la stratégie qu'on a vue depuis longtemps, dans le cadre de l'Alliance Sahel, l'accent est mis sur la sécurisation et donc c'est avec les gouvernements. Et donc la population n'a pas l'impression que beaucoup d'efforts sont faits par l'Union européenne voilà, dans le but vraiment d'améliorer la situation. Donc il y a des projets de jeunesse qu'on peut financer, il y a des projets pour les femmes et des conditions flexibles. Il y a l'agenda Jeunes, Paix et Sécurité. Donc toutes ces possibilités sont là. La lutte contre la désinformation en ligne. Donc il y a la possibilité vraiment de subventions pour les jeunes depuis le niveau local et avec quand même la flexibilité des conditions. Merci. Merci beaucoup, monsieur, pour vos propositions. Est-ce que tu peux nous parler d'une ou deux questions en ligne? Oui, bonjour. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu beaucoup de monde en ligne, donc des officiels aussi, plusieurs ambassadeurs, des chercheurs, enfin vraiment à tous les niveaux. Donc, je vais prendre quelques questions, dont entre autres de l'ambassadeur Georges Stern, donc ambassadeur du Luxembourg à Dakar. Cette question est la suivante. On demande aux partenaires internationaux d'être davantage à l'écoute des pays et des populations de la région, mais comment s'assurer que nous recevons la bonne information qui représente vraiment l'opinion publique dans son ensemble et soit représentative? Voilà. Ensuite, il y avait une question d'Yvette Stevens du Geneva Center for Security Policy. Je me permets de reformuler un peu sa question parce que ça a été répondu partiellement, mais en gros, sa question c'est quelles sont les solutions maintenant, hein? On a vu que ces 10 dernières années, ce n'était pas forcément une réussite, mais quelles sont vos solutions maintenant pour se concentrer davantage sur les causes profondes de cette révolte? Elle entend par là les causes profondes, les violations persistantes des droits de l'homme, la corruption, le changement des limites de terme et les élections truquées. Voilà. Donc, quelles sont les solutions par rapport à ça? Peut-être une dernière. Et une dernière, en fait, il y a le premier conseiller de la représentation permanente au Mali, M. Alassane Demba Touré, mais qui ne nous a pas envoyé la question par écrit, mais qui souhaiterait intervenir. Il paraît que c'est possible. Et puis il me promet, il s'est engagé à 1 minute. Donc, essayons ça. Allons-y. Monsieur Touré, moi je dois faire quoi? Oui. On vous entend, monsieur Touré, allez-y. Monsieur Touré, vous pouvez intervenir. Oui, je disais que la question de l'information au Sahel est un enjeu, est en effet un enjeu très crucial. La région du Sahel en Afrique a été le théâtre d'instabilité et d'activités terroristes pendant plusieurs années. Et cette question de l'information, si on le reprend, bien sûr, je le répète encore une fois, au Sahel est un enjeu crucial pour la paix et la stabilité de la région. Car une couverture médiatique précise et équilibrée peut contribuer à sensibiliser non seulement le public aux problèmes, à promouvoir le dialogue et à lutter contre la désinformation. En plus, les médias forts et indépendants jouent, à mon sens, un rôle essentiel dans la surveillance
des gouvernements et des groupes armés, ce qui peut aider à prévenir les conflits et à promouvoir la transparence. En résumé, ce que je veux dire, c'est que l'accès à une information fiable, diversifiée, est essentiel pour résoudre tous les défis de sécurité et de développement durable au Sahel. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Touré. Je me permets une toute dernière question de Nadine Traoré, représentante permanente adjointe du Burkina Faso. Elle souhaite recevoir des recommandations des panélistes sur la responsabilité des gouvernements au Sahel face à la désinformation dans le contexte de sensibilité sécuritaire qui sévit dans cette région. Faut-il, au nom de la liberté d'expression et d'information, laisser faire? Quelles recommandations concrètes des panélistes à l'endroit des gouvernements du Sahel? Fantastique. Je vous remercie toutes et tous pour ces questions. On voit que l'intérêt est là, c'est un événement. Le dialogue et les discussions, bien entendu, continuent. Je propose un dernier tour de table avant de conclure. Merci. On commence par ma droite. Alors, je vais commencer par la première question qui consistait à demander comment mettre en avant aujourd'hui des informations qui prennent en compte les réalités du terrain et des informations également qui vont dans le sens de l'apaisement de la situation. Je dirais que ce que je disais depuis le début, c'est qu'aujourd'hui, il est important de rester non seulement, par exemple, ce que fait la Fondation Hirondelle de façon générale, c'est qu'en temps de crise, on se limite seulement aux faits. Les commentaires, par exemple, sur les médias, on les évite et on donne beaucoup plus la parole aux populations. Aujourd'hui, il est clair que de se limiter seulement à évoquer le problème ne contribuera pas à résoudre la situation. Et il est important de prendre en compte des solutions aussi. Que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina ou dans tout le Sahel, il y a des localités où il y a eu des conflits et que les populations locales d'elles-mêmes ont trouvé également des solutions. Mettre en avant ces solutions sur les médias, en parler, ça pourrait inspirer également d'autres communautés à prendre exemple sur ces solutions-là. Pas seulement se concentrer sur les textes, mais également donner la parole aux populations locales. C'est important aujourd'hui également de former parce que, on le sait, les médias locaux à l'intérieur du pays n'ont pas souvent accès à l'information et ne peuvent pas donner les bonnes informations là-dessus ou ne prennent pas en compte la vérification. La formation de ces médias à l'intérieur du pays qui prennent en compte les langue locale est hyper important parce que se concentrer seulement sur le français de façon générale, si je prends en compte par exemple les médias au Mali, si on prend la chaîne nationale ou qu'on prend par exemple les autres médias qui peuvent beaucoup plus donner de l'information, rares sont ceux qui vont prendre en compte les langues locales. Studio Tamani ou Mikado que vous citiez également prennent en compte ces langues locales. Studio Tamani c'est 5 langues locales, Mikado c'était 6 langues. Donc pour pouvoir atteindre les populations au niveau local, mais également se rendre vers ces populations afin que ce ne soit pas seulement des informations qui leur sont données, mais que ce soit également ces populations qui s'expriment afin que cela puisse être pris en compte. Donc, la promotion des médias indépendants, la formation, l'information équilibrée, c'est ça qui peut conduire à résoudre un peu la situation. Merci, Monsieur Touré. Il faut vraiment qu'on a... Okay. Si vous deviez dire un dernier mot, un mot. Si je devrais dire un mot, c'est, comme je le disais, c'est que le soutien des médias, que ça ne se limite pas seulement à soutenir des activités, mais que ça aille au-delà de cela, que les médias de façon générale soient soutenus. Généralement, quand on échange avec différents partenaires au Mali, par exemple, la plupart vont dire qu'aujourd'hui, on a une activité, on vous invite, ce qui est prévu dans notre basket fund ou ce qui est prévu pour nous, c'est de financer une conférence de presse ou une activité. Alors que ce n'est pas ça qui puisse payer les agents des médias. Ce qui peut conduire à l'indépendance, à l'information professionnelle, c'est de soutenir, financer tout simplement ces médias-là. Donc, pour répondre à la première question de madame qui consistait à dire que oui, c'est de continuer à rester engagé au niveau du Sahel, mais comment le faire? Je pense qu'une des premières actions à renforcer, ce serait le soutien des médias qui reste un trait d'union entre les différentes parties. Merci. Merci, Monsieur Touré. Madame Modérant. Alors, beaucoup de points ont été soulevés. Je pense que les questions et notamment les commentaires des représentants permanents ont permis de remettre la question de l'information dans le contexte plus large
de la crise politique, véritablement de la crise démocratique qui a lieu dans l'ensemble de la région, et c'était un point essentiel. Juste un mot rapide sur la question du double standard. Je pense qu'on en a tout à fait conscience collectivement et que c'est un problème essentiel de dire que les reculs démocratiques doivent être traités dans leur variété. Ça inclut aussi bien les présidences interminables que les confiscations familiales du pouvoir, que les élections truquées, que les coups d'État. Mais il est important que l'une de ces formes de confiscation n'excuse pas une autre, à vrai dire. Donc, je pense que l'objectif devrait être d'essayer d'égaliser par le haut et non pas par le bas, non pas par les standards les plus bas possibles. On a eu une question concernant la responsabilité des États nationaux et ça, c'est un élément qui est tout à fait établi. Je pense que l'ensemble des partenariats dont on a discuté ce matin s'inscrivent dans cette logique-là, de dire que la responsabilité de protéger ce concept dont on parlait au début des années 2000 et qui a un peu disparu, au final, revient de toute façon toujours d'abord aux États et que l'ensemble des partenariats qui se mettent en place entrent dans cette logique-là. Donc, il y a une responsabilité très forte pour ça. Mais, et peut-être pour être très clair sur ce point-là, on ne gère pas un pays à coup de projet. On gère un pays avec une politique, avec une stratégie, et ça implique une vision politique qui doit être mise en œuvre sur le long terme et qui, pour cela, nécessite une certaine stabilité, une certaine prévisibilité dans le temps qui est disponible pour mettre en place des actions. Et mon tout dernier point, ma toute dernière réaction concerne la question qui a été posée en ligne par la représentante du Burkina Faso qui demandait faut-il du coup laisser faire au nom de la liberté d'expression. Je pense qu'il y a clairement un équilibre à avoir. La problématique de la désinformation doit être traitée comme telle, et le meilleur antidote à ça, c'est la vérité, tout simplement. Donc, soutenir des médias, des acteurs, des narratifs qui se basent sur les faits. Pour cela, soutenir, et je vais prêcher pour ma paroisse, la recherche, bien sûr, mais soutenir également les médias professionnels qui vont dans ce sens et ne pas essayer de bâillonner. Et ça, je pense que c'est l'une des grandes erreurs qui sont commises. Plus on essaye de bâillonner des voix dissidentes et plus on crée de l'espace pour plus de désinformation. Merci infiniment. Antonio, le mot de la fin. Merci beaucoup. Oui, je voudrais rebondir sur les questions qui ont été posées, les commentaires extrêmement intéressants. Sur l'exemple des radios Mille Collines, Monsieur le représentant, chers collègues, c'est l'ambassadeur, je me demande si c'était vraiment un média indépendant, si c'était un média au service du pouvoir en place en ce moment-là, à ce moment, ou en connivence avec ce pouvoir. Je pourrais vous donner beaucoup plus d'autres exemples des médias indépendants qui ont joué un rôle important ou des journalistes qui ont été assassinés pour faire leur travail. Et qui méritent tout notre appui et qui on doit vraiment soutenir. Et notre collègue du Tchad nous a interpellés aux Occidentaux quel genre de solution nous proposons pour les Sahel. Chers collègues, je crois que ce n'est pas l'approche correcte. C'est aux Africains de proposer des solutions et de les dialoguer et de les traiter ensemble pour arriver à des solutions consensuelles. Je n'ai aucun problème à reconnaître qu'on a des intérêts stratégiques. L'Union européenne, l'Espagne, est une organisation charité. On ne fait pas la charité quand on est en train là au défend des intérêts stratégiques des Européens et qui sont des intérêts partagés avec les Sahéliens aussi. Et sur la base de ce partenariat qui doit vraiment dépasser la logique du bénéficiaire et donateur qui a impéré pendant trop longtemps. Et aller, parce que parfois on a l'impression qu'on est installé d'un côté et de l'autre, toujours sur ce victimisme et à responsabiliser les autres et pour les maux ou les problèmes et dans ces cas-là du Sahel, c'est relativement facile. Mais la représentante du Burundi l'a dit, il faut responsabiliser les acteurs locaux. Et les responsabiliser parce qu'ils sont les maîtres de leur destin, de leur pays.
Et un dernier mot sur les conflits. Il n'y a pas de conflit du Polisario, il y a un conflit du Sahara occidental, dans lequel le Polisario est une des parties. C'est un conflit qui est traité dans le cadre des Nations Unies. L'Espagne, bon, était l'ancien administrateur colonial et puis maintenant est traité dans le cadre des Nations Unies. C'est tout, messieurs. Mais naturellement, il y a un impact sur la région. Et à cause de la porosité des frontières, et parce qu'il y a des acteurs très importants qui ont une certaine rivalité et qui ne sont pas capables de travailler avec toute efficacité ensemble pour arriver à des solutions pour la région. On dit le Sahara occidental. Merci Antonio. Merci Antonio. Madame la représentante spéciale de l'Union européenne. Alors, on commence par dire que le Sahel est le dossier le plus important sur la table de l'Union européenne. Après, je dois dire l'Ukraine parce que vous savez que l'Ukraine a eu un impact énorme, mais c'est le dossier le plus important et je peux témoigner aussi que pour l'Union africaine, c'est aussi le dossier le plus important. Et bien sûr, l'Union africaine s'interroge sur la question de coups d'État comme terminer cette série de coups d'État, trouver des solutions pour renforcer la gouvernance. Nous sommes d'accord, on travaille beaucoup ensemble, comme je dis avant, et je peux dire aussi que c'est important pour tout le monde de savoir que le niveau d'interlocution qu'on a entre les Européennes sur le plan bilatéral, aussi sur le plan multilatéral, et l'Afrique, les pays de l'Afrique et les organisations africaines est énorme. On se rencontre toujours, on parle toujours, on discute toujours. Sur quoi on discute? On discute aussi sur la question qui a été soulevée par la madame qui est partie de la décolonisation, par exemple. Pour nous, c'est quelque chose peut-être c'est quelque chose qui appartient au passé. Pour les Africaines, c'est encore très actuel. On essaye de donner des réponses contemporaines parce qu'on respecte bien sûr la réflexion interne aux pays africains, mais notre réponse est l'appropriation. Pour nous, le principe inspirateur est l'appropriation. Tout le temps, on fait des projets qui sont les résultats de demandes de pays africains. On propose des solutions, on discute ensemble, on trouve des solutions ensemble. Je peux dire pour le Tchad comme pour le Niger jusqu'à quelques mois, il y a quelques mois, bien sûr, on est sur le plan de collaboration continue et très fructueuse, je dois dire, parce que c'est vraiment important pour nous d'avoir une appropriation consciente qui est partagée, qui est le résultat d'un processus décisionnel qu'on fait ensemble. Sur la question de comment faire, comment on peut faire pour transformer notre coopération avec les pays du Sahel en quelque chose qui peut vraiment avoir un impact surtout durable. Et pour moi, la durabilité est le grand défi de ce siècle. Et je dois dire qu'on parle beaucoup avec les acteurs locaux. Par exemple, tous les projets de coopération au développement sont faits en partenariat avec les acteurs locaux. Et ça, c'est une question très importante. Par exemple, dans ce moment difficile où il y a 4 pays en transition au Sahel, on essaye de faire les projets aussi directement avec les communautés locales, les communautés locaux. Et ça, c'est quelque chose que vous devez prendre en considération parce que c'est une manière, c'est une méthodologie de travail qui peut vraiment avoir un impact permanent sur la société. C'est pas facile. La dernière chose que je veux dire est sur la question de causes profondes. Et oui, on veut aller aux causes profondes. Et c'est pour ça qu'on est vraiment engagé, c'est pour ça qu'on discute étroitement avec les pays du Sahel, de l'Afrique, dans le monde en général, parce que vous avez parlé du Méditerranée, l'Algérie est particulièrement engagée, mais l'Égypte, mais aussi le Maroc, on parle toujours tout ensemble de la question du Sahel. Alors, je dois dire que ça, c'est quelque chose qui peut apporter une grande contribution. Dernière chose, bien sûr, les pays côtiers. Les pays côtiers sont dans notre dossier.
Je vais au Bénin la semaine prochaine. On parle toujours avec Borrell était au Ghana récemment. Pourquoi? Parce qu'on est très conscient qu'on a besoin de travailler aussi sur les pays côtiers. Et les pays côtiers nous demandent d'être là dans une logique d'anticipation. Et je peux dire aussi que les pays côtiers, les 4 pays côtiers, nous demandent d'intervenir sur le Sahel parce que dans le Sahel, il y a l'épicentre de tous les problèmes plus graves. Le Tchad parle toujours d'être un verrou contre le terrorisme. Oui, je suis d'accord. On est vraiment d'accord. Le Burkina Faso a vraiment besoin d'une intervention immédiate parce que la situation est terrible, très grave. Bien sûr, tous les pays côtiers nous le disent. Intervenir dans le Sahel, rester engagé dans le Sahel et aussi travailler avec les pays côtiers pour garantir une anticipation et la prévention de laquelle a parlé aussi mon ami l'ambassadeur infiniment pour toutes ces interventions. On voit que le débat est passionné. On est heureux d'avoir pu parler du Sahel lors de cette semaine de la paix à Genève. C'est la 10e, il y aura une 11e. On pourra poursuivre les débats l'année prochaine, mais en attendant, il y en aura d'autres. Bien sûr, on poursuit le dialogue. On espère que la Suisse a pu offrir, grâce à cet événement, aussi une plateforme de dialogue à Genève. On est présent dans le Sahel, on est présent au Conseil de sécurité des Nations Unies cette année et l'année prochaine. Comme on dit dans la région, on est ensemble et on continue ensemble. Merci beaucoup.